Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e édition de Philosophon intitulée Philosophon, l'épicurisme. Nous allons donc traiter d'un célèbre terme philosophique, l'épicurisme. Ce mot vient du nom d'Épicure, appelé parfois avec exagération le jouisseur délicat. Il est né à Samos ou Athènes en 341 avant Jésus-Christ et mort à Athènes en 270 avant Jésus-Christ. Il suit l'enseignement de plusieurs maîtres et décide de fonder sa propre école philosophique vers 306 avant Jésus-Christ à Athènes. Cette école, dite du Jardin, accueille des disciples pour le maître qui y mène une vie retirée, frugale et tournée vers le culte de l'amitié. Sa doctrine connut une très large diffusion dans tout le monde méditerranéen et durant plusieurs siècles. La plus grande partie de son œuvre s'est perdue et il ne nous reste que 3 lettres, à Hérodote, à Pythoclès et à Ménécée. Nous préférons développer cette philosophie sous le terme générique d'épicurisme, compte tenu du fait qu'elle représente une morale, pour ainsi dire, classique et dans laquelle se reconnaissent de nombreux esprits à travers les siècles. Comme pour le stoïcisme, nous sommes en présence d'une doctrine qui nous a laissé un adjectif, épicurien, mais sans doute aussi un malentendu à son sujet. En effet, on a tendance à dire d'un homme qu'il est épicurien s'il est un bon vivant dans le sens le plus vulgaire du terme, boire et manger beaucoup. La personne d'Épicure et sa doctrine tendent plutôt à la frugalité, pour ne pas dire paradoxalement à l'austérité. Avant de tenter de rendre raison de ce paradoxe, notons que l'épicurisme est un matérialisme sur le plan théorique et un hédonisme moral qui consiste à penser que le bonheur réside dans le plaisir, sur le plan pratique. Comme pour le stoïcisme dont il est le contemporain, il insiste avant tout sur la sagesse pratique. Après cette brève introduction, nous pouvons déjà présenter le plan de notre émission, qui traitera en premier la présentation générale de différents auteurs. Ensuite, nous analyserons les grands thèmes de l'épicurisme et enfin, nous ferons un commentaire de la lettre à Ménécée d'Épicure. Épicure est né à Athènes en 341 avant Jésus-Christ. Il passa sa jeunesse à Samos et il attendit, pour revenir dans sa ville natale, que le parti macédonien y eut perdu de sa prépondérance, ce qui eut lieu en 307 avant Jésus-Christ avec l'avènement de celui qui se proclama le libérateur de la Grèce, Démétrios Poliorcète. C'est en 306 avant Jésus-Christ qu'il achète son fameux jardin pour 80 mines d'argent où il installa son école. Il mourut en 270 avant Jésus-Christ, vénéré de ses disciples. Ceux-ci perpétuèrent le jardin, mais créèrent aussi des centres épicuriens en Ionie, en Égypte et en divers lieux. De ses disciples, nous connaissons les noms Métrodore, Hermaque qui lui succéda à la tête du jardin, Polyaenos à la fin du 3e et au 2e siècle avant Jésus-Christ, Apollodore, Phèdre, Zénon de Sidon, Philodème de Gadara au 1er siècle avant Jésus-Christ et enfin le poète latin Lucrèce, 98-55 avant Jésus-Christ, auteur du De Rerum Natura, de la nature des choses, le fameux poème philosophico-scientifique. Il nous reste quelques textes d'Épicure dans lesquels il résume son système. 3 lettres, à Hérodote sur la nature, à Pythoclès sur les météores et à Ménécée sur la morale. 40 pensées principales auxquelles il faut ajouter 81 autres pensées découvertes à la fin du XIXe siècle. Nous connaissons aussi les traités de Philodème sur les signes, sur la théorique, sur la rhétorique, de la musique, sur la colère. Enfin, le testament d'Épicure nous a été transmis par Diogène Laërce. Comme le stoïcisme, l'épicurisme pénétra confusément dans l'enseignement des moralistes très populaires. On le retrouve par-delà le Moyen-Âge chez bien des auteurs de la Renaissance à l'époque contemporaine qui ont prôné une certaine morale du plaisir. Enfin, il ne faut pas oublier que le moraliste Épicure était aussi un physicien. Il a renouvelé la théorie atomique des présocratiques et, ce faisant, il est un ancêtre philosophe de la science moderne. Maintenant que nous avons bien expliqué la situation historique de l'épicurisme, nous allons présenter de façon générale les auteurs suivants. Démocrite, le fondateur de l'école d'Abdère, auquel on attribue une œuvre importante, plus de 50 livres, qui a disparu. Il a développé une conception matérialiste et mécaniste de l'univers, atomisme, que Platon a violemment critiqué.
Épicure, le fondateur de l'école qui porte son nom, le jardin d'Épicure, de son œuvre il nous reste 3 lettres et des pensées. Et Lucrèce, poète latin, auteur d'un poème scientifique, le De Rerum Natura. Démocrite, né en 460 avant Jésus-Christ et mort en 370 avant Jésus-Christ. Contemporain de Socrate, Démocrite, élève de Leucippe et figure la plus importante de l'école abdéritaine, est avant tout le fondateur de l'atomisme ou théorie atomique qui tient pour principe de la réalité des atomes et le vide. Né à Abdère, en Thrace, il passe pour avoir eu une jeunesse studieuse qu'il aurait consacrée pour apprendre à voyager jusqu'au bout du monde, comme le disait Cicéron. Animé d'une grande curiosité et d'un immense appétit de savoir et de comprendre, il préférait, disait-il, trouver une seule explication causale que recevoir le royaume des Perses. Sa vie fut longue et bien remplie si l'on en juge par l'ampleur considérable et la diversité de son œuvre. Celle-ci, que l'on ne connaît en grande partie que par les titres, paraît véritablement encyclopédique car elle porte aussi bien sur la philosophie, la physique, les mathématiques, la nature de l'homme, l'éthique, que sur la médecine, la géographie, la poésie, etc. De tous les présocratiques, Démocrite est celui dont il subsiste le plus de fragments. Nous connaissons surtout sa doctrine à travers Platon, Aristote et Sextus Empiricus. Les grandes lignes de la théorie atomique sont communes à Leucippe et à Démocrite, mais ce dernier lui a donné un développement beaucoup plus ample. L'intuition anticipatrice de Démocrite a été riche d'avenir, puisqu'elle a inspiré non seulement l'atomisme d'Épicure et de Lucrèce, mais s'est trouvée en quelque sorte confirmée par l'expérience et le calcul dans la physique contemporaine. Épicure, né en 341 avant Jésus-Christ et mort en 270 avant Jésus-Christ. Épicure est le penseur qui éleva le plaisir au rang de sagesse et, pour ce faire, instruisit une critique de la religion restée exemplaire. Citoyen athénien, fils de colon, il vécut d'abord à Samos. Venu à la philosophie dès l'enfance, il affirme très tôt un matérialisme original contre plusieurs maîtres. Le démocritéen Nosifane, le platonicien Pamphile, le péripatéticien Praxiphane. Son enseignement fait scandale, mais l'entoure bientôt de disciples, à Lesbos, puis à Lampsag, Asie mineure. En 306, il se fixe à Athènes où il achète un domaine avec un parc, proche de l'académie, qui deviendra le jardin, communauté philosophique où l'on met en pratique un idéal de frugalité, de sérénité et d'amitié, le rejet des superstitions religieuses et des vanités sociales. Épicure fut un maître vénéré mais aussi contesté par d'autres matérialistes, au nid des stoïciens calomniés. Sa pensée eut des adeptes directs jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ dans tout le bassin méditerranéen. De plus de 300 volumes, on possède, transcrites par Diogène Laërce, 3 lettres où il résume sa doctrine. À Hérodote, physique, à Pythoclès, météorologique, à Ménécée, éthique. 40 maximes capitales portent sur la politique et l'éthique. Lucrèce, né en 98 avant Jésus-Christ et mort en 55 avant Jésus-Christ. Poète latin qui mit en vers la pensée de son maître, Épicure, mort 200 ans auparavant, dans un chef-d'œuvre, le poème dialectique De Rerum Natura, de la nature des choses, où il reprend également les idées de certains physiologues ioniens présocratiques. Il précise et radicalise le matérialisme d'Épicure de manière profondément originale, en partant du rejet de la providence et des causes finales pour proposer un système physique qui soit cohérent avec les implications tragiques du matérialisme pour l'homme. C'est dire que cette pensée de la nature ne justifie aucun naturalisme optimiste ou ludique, cynique, pragmatique, sophiste ou résigné, épicurien, mais une vision du tragique de la destinée humaine qu'aucun traité n'aurait su communiquer comme le souffle poétique. Didactique, celui-ci l'est moins pour nous sauver de notre malheur de mortels, perdus dans un univers chaotique, que pour nous le faire mieux ressentir et assumer avec une plus haute lucidité. Aussi bien s'énonce-t-il dans une langue latine dont la densité est portée à son comble, disait Ponge, pour dire le vrai dans la voix même, sans concept, comme si le langage participait de la folie de la matière.
Après ces 3 brèves biographies, nous vous proposons la présentation des grands thèmes de l'épicurisme. Nous allons donc développer dans cette seconde partie la physique épicurienne, en abordant l'univers comme totalité aléatoire, ainsi que les atomes. Nous parlerons également de la théorie de l'âme et nous finirons par la morale d'Épicure. La physique épicurienne. Il n'y a pas dans l'enseignement d'Épicure un corps de doctrine qui puisse prétendre au titre de logique ou de théorie de la connaissance. On y trouve seulement l'énumération de divers modes de connaissance qui fournissent autant d'évidence: la passion, pathos au sens de l'impression passive de plaisir ou de douleur, la sensation, la prénotion, traduction classique de prolepsis, terme qui désigne une connaissance spontanée antérieure à notre expérience, et la vue d'ensemble, le coup d'œil synoptique jeté par le philosophe sur l'univers. Si les 2 premiers modes relèvent d'un sensualisme banal qui remonte à Héraclite et aux présocratiques, les 2 derniers exigent un commentaire. La prénotion est la notion que nous avons d'une réalité antérieurement à la perception de cette réalité. Pour énoncer un jugement tel que « cet animal est un cheval », il faut que nous ayons dans l'âme la notion du cheval antérieurement à nos sensations actuelles, qui nous font voir cet animal. De même, pour poser une question telle que « les dieux existent-ils ?», il faut que nous ayons la prénotion des dieux, et ainsi de suite. Ce thème de l'existence dans l'esprit humain d'éléments a priori conditions de la connaissance n'est pas nouveau. La réminiscence chez Platon, les catégories chez Aristote relèvent du même ordre de préoccupation qu'on retrouvera plus tard sous une forme très différente et avec une perspective plus élargie chez Descartes, théorie des idées innées, chez Leibniz, l'intellectus ipse, et chez Kant, les catégories de l'entendement. La théorie des prénotions fonde la physique d'Épicure qui, comme on va le voir, propose une vision non expérimentale du monde, le visible y étant expliqué par l'invisible, par ce qui échappe au sens. Nous allons bientôt comprendre la place qui tient aussi la vision d'ensemble évoquée précédemment. La pensée cosmologique grecque oscille, depuis Thalès, entre 2 attitudes radicalement opposées. Pour les uns, les Ioniens, Héraclite, Empédocle, Démocrite, l'univers est une totalité aléatoire parmi une infinité d'autres totalités possibles. Il est multiple, changeant, mobile et sans destin. Pour les autres, Éléate, Anaxagore, Platon, Aristote, les stoïciens, c'est une totalité nécessaire, unique, parfaite, marquée du sceau de la raison et dans laquelle les stoïciens allaient même jusqu'à découvrir à chaque instant l'action d'une providence divine, du destin. La physique d'Épicure se rattache à la première tendance. Le philosophe du jardin, qui fut l'élève d'un démocritéen, Nausifane de Théos, assimile la physique de son temps, à savoir celle des stoïciens dont il est le contemporain, aux croyances populaires pour lesquelles il n'a pas assez de raillerie, l'organisation du monde par les dieux en vue de la destinée humaine, la croyance au destin, au présage, à l'immortalité de l'âme, aux mythes qui s'y rapportent. Cette vision du monde ne peut apporter à l'homme que trouble et angoisse. Épicure, qui considérait que le plus grand bien de l'homme est l'absence d'inquiétude, l'ataraxie, ne peut que se détourner de cette physique trop métaphysique, trop théologique. Et en cela, il est le dernier grand représentant grec de l'esprit ionien. La physique épicurienne, dont l'essentiel est résumé dans sa lettre à Hérodote, est une physique atomique. L'univers est composé d'une infinité d'atomes, en mouvement perpétuel dans le vide infini. Notre monde, la Terre, le système solaire, les étoiles et les êtres qui le peuplent sont une combinaison particulière et provisoirement stable d'une portion de cette totalité, ce qui implique qu'il y a une infinité d'autres mondes possibles, que les lois du monde que nous connaissons ne sont ni éternelles ni nécessaires. Cette attitude doctrinale qui est à contre-courant de toute la philosophie grecque des 2 siècles qui ont précédé la création du jardin n'est pas un simple retour à la physique ionienne et au démocritéisme. Nous allons le comprendre en nous posant quelques questions fondamentales. Sur quoi Épicure fonde-t-il l'existence des atomes ?
Disons d'abord que le fait pour les atomes d'être invisibles ne nous interdit pas de les connaître. Certes, ils ne peuvent être à l'origine d'aucune passion, pathos ou sensation, mais nous pouvons en avoir une prénotion, prolepsis, donc les connaître par l'intellect, à la condition bien entendu que la prénotion en question est une justification. Or, cette justification est aisée à établir à partir de ce principe général que rien ne peut provenir de, ni revenir à, rien. Il faut donc admettre que tout corps visible est formé de parties trop petites pour être vues, mais solides, insécables, immuables et éternelles. Lorsque ce corps disparaît, par exemple lorsqu'il est réduit en cendres dispersées par le vent ou lorsque l'eau d'une cruche s'évapore, cela signifie que les atomes qui le constituent se séparent et se perdent à nouveau dans l'infinité de l'univers. D'autres faits sont le signe de l'existence des atomes, le vent, l'usure lente des solides, les odeurs, les sons, etc. Ainsi donc, quand on applique à l'univers ce mode de connaissance qu'est la vision d'ensemble, déjà cité, on constate que l'hypothèse atomique est cohérente, non infirmable. L'expérience sensible s'explique par le non-sensible sans contradiction. Quelles sont les propriétés des atomes ? Les atomes sont des particules solides insécables, caractérisées par leur grandeur, leur forme et leur pesanteur. En cela, Épicure se distingue de Démocrite, pour qui tous les atomes sont identiques et sans pesanteur. Chaque corps est composé d'atomes spécifiques. Il y a autant d'espèces d'atomes que d'espèces de corps, et comme nous ignorons le nombre, fini mais très grand, d'espèces de corps, nous devons penser que le nombre des espèces d'atomes est indéfini, et non pas infini. On voit que l'atomisme épicurien n'annonce pas l'atomisme moderne, pour lequel les atomes ou éléments sont en nombre fini. Il y en a 92 classés dans la table de Mendeleïev. Les différences entre les corps provenant des différences d'organisation des atomes dans les molécules qui sont, elles, spécifiques des substances qu'elles forment. On ne peut toutefois pas assimiler les atomes d'Épicure aux molécules modernes, car celles-ci sont sécables, alors que les éléments d'Épicure ne peuvent être fractionnés. Comment les atomes se combinent-ils ? Chez Démocrite, les atomes animés d'un mouvement aléatoire se rencontraient, s'associaient et se dissociaient au gré de leur tourbillon. Pour Épicure, le mouvement éternel des atomes n'est pas désordonné, ce n'est pas non plus un mouvement organisé à l'avance par un démiurge intelligent. C'est un mouvement naturel de chute libre. Les atomes, quel que soit leur poids et leur forme, tombent dans le vide de haut en bas, à la même vitesse. Les variations de vitesse dépendent de la résistance au mouvement due à la présence d'un milieu matériel, comme l'air par exemple. Dans le vide, cette résistance est nulle. Or, s'il en était uniquement ainsi, les atomes ne se rencontreraient jamais, puisqu'ils suivraient des trajectoires parallèles, verticales. Pour qu'il y ait rencontre et assemblage des atomes, il faut donc admettre que ces trajectoires soient déviées à un instant donné. C'est ce qu'Épicure appelle la paréclisis, déclinaison des atomes, terme que Lucrèce a traduit en latin par clinamen. Notez que le raisonnement établissant l'existence du clinamen est du même type que celui qui concluait l'existence des atomes. L'expérience sensible nous propose des corps combinés d'atomes. Il faut donc admettre la déviation des trajectoires parallèles qui rend possible ces combinaisons. En quoi consiste le clinamen des atomes ? Tout d'abord, puisque la physique épicurienne décrit un modèle d'univers sans raison immanente et sans providence, le clinamen des atomes a lieu n'importe où et n'importe quand. Pour chaque atome, c'est un fait aléatoire. En second lieu, Épicure le décrit comme insensible. L'obliquité infligée à la trajectoire d'un atome n'est pas plus perceptible que cet atome lui-même. Ainsi présentée, la notion de clinamen est une des pierres d'achoppement de la physique d'Épicure. Si celui-ci avait repris la thèse démocritéenne du mouvement tourbillonnaire des atomes, et rien logiquement ne lui interdisait, il n'aurait pas eu besoin du clinamen que la doctrine de la chute verticale universelle des atomes rend indispensable. Bien sorcier serait l'historien de la philosophie capable d'élucider ce point. Tout au plus peut-on rappeler que la physique d'Aristote est le premier texte de l'histoire des sciences qui aborde la description quantitative de la chute des corps.
avec un concept maladroit de vitesse qui ne sera vraiment élaboré que par Galilée au début du XVIe siècle. Épicure a peut-être été touché indirectement par l'enseignement d'Aristote. Il avait 18 ans à la mort de celui-ci, et cela expliquerait sa doctrine de la chute libre verticale des atomes, doctrine qui exige en contrepartie le coup de pouce du clinamen. Une connaissance rationnelle du monde est-elle possible ? À cette question, tous les philosophes grecs répondent oui. Depuis Anaxagore et Platon, et au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui est le siècle d'Épicure, les mathématiques, la physique et l'astronomie brillent de mille feux avec les œuvres d'Euclide, 330-270 avant Jésus-Christ, d'Archimède, 287-212 avant Jésus-Christ, et d'Apollonius, vers 262, vers 180 avant Jésus-Christ. Or, Épicure ne s'intéresse pas à la science. Il le dit expressément. La fin de la physique n'est pas la connaissance rationnelle du monde, mais de nous aider à affronter ce que les philosophes existentiels appelleront plus tard l'angoisse métaphysique. Si la crainte des météores et la peur que la mort ne soit quelque chose pour nous, ainsi que l'ignorance des limites, des douleurs et des désirs ne venaient gêner notre vie, nous n'aurions nullement besoin de physique. Pensée principale, citée par Breillet. Peu importe pour Épicure qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'ordre du monde. Notre connaissance sensible et instantanée nous suffit, et si cet ordre existe, il ne peut être que fortuit, puisque l'épicurisme, pur matérialisme, a écarté d'emblée les idées de Dieu créateur et de raison organisatrice de l'univers. Comment celui-ci s'est-il donc formé ? Par le jeu du hasard mécaniste. Il y a des milliers de combinaisons possibles et notre monde est tout simplement une combinaison qui a réussi, c'est-à-dire qui possède cohérence et stabilité. Mais cette cohérence n'est pas le fruit d'une décision providentielle. Le monde est cohérent parce que seul un monde cohérent peut se maintenir. Tous les autres ont été éphémères. Écoutez Lucrèce, qui a si bien compris la pensée d'Épicure. Car certes, ce n'est pas en vertu d'un plan arrêté, d'un esprit clairvoyant que les atomes sont venus se ranger chacun à leur place. Assurément, ils n'ont pas combiné entre eux leurs mouvements respectifs, mais les innombrables éléments des choses, heurtés de mille manières et de toute éternité par de nombreux chocs extérieurs, entraînés d'autre part par leur propre poids, n'ont cessé de se mouvoir et de s'unir de toutes les façons, d'essayer toutes les créations dont leurs diverses combinaisons étaient susceptibles. Voilà pourquoi, à force d'errer dans l'infini du temps, d'essayer toutes les unions, tous les mouvements possibles, ils aboutissent enfin à former ces assemblages qui, soudain réunis, sont à l'origine de ces grands objets, la terre, la mer, le ciel et les espèces vivantes. Lucrèce, De Rerum Natura. C'est donc par hasard que la nécessité, la cohérence du monde s'est constituée. La vision d'ensemble que la science propose du monde met en évidence cette nécessité, mais elle ne doit pas en faire la cause finale du monde. À côté de cette théorie générale de l'univers, l'enseignement d'Épicure comportait de nombreuses vues, particulières sur la psychologie, la sensation, la linguistique, les météores, etc. Le point de vue épicurien est toujours le même, éloigné de toute notion de nécessité ou de providence. Les langues humaines sont des systèmes conventionnels de communication propres à chaque peuple. Les lois sont toutes aussi variables et accidentelles. Il n'y a pas, chez Épicure, l'idée d'un droit supérieur à tous les autres, source des lois particulières. L'histoire de l'humanité est un processus d'adaptation par essai ou erreur aux conditions de vie imposées au groupe humain. La théorie de l'âme a une place à part en raison de son aspect matérialiste. L'âme individuelle est un principe matériel composé d'atomes comme tout ce qui est matériel, qui naît et meurt avec le corps. C'est elle qui rend le corps capable de sensation, mais c'est par le corps que cette faculté de sentir peut se réaliser. Cette doctrine a été reprise par Lucrèce qui l'a considérablement compliquée en distinguant l'esprit, animus, de l'âme, anima. À l'esprit se rapportent les faits psychiques qui ne sont pas en rapport avec le corps, certaines pensées, certaines volontés, etc. Et cela justifie pour Lucrèce le fait que l'animus soit localisé dans le cœur, tandis que l'âme, disséminée dans tout le corps, en anime toutes les parties. De toutes les théories particulières de la psychologie épicurienne, la plus célèbre est celle de la vision, résumée par Épicure dans la lettre à Hérodote et reprise par Lucrèce dans son De Natura.
Cette théorie est historiquement importante, car elle marque le point de départ de la théorie corpusculaire de la lumière qu'on retrouve chez Newton, et sous une forme beaucoup plus élaborée évidemment chez Einstein, théorie des photons. De la surface des objets émanant des eidola, terme que Lucrèce traduit par simulacra, simulacres, qui ont la forme des objets émetteurs, mais qui sont très fins et très rapides et qui, pénétrant dans l'œil, sont la cause de la vision. Voici l'exposé de Lucrèce. Je dis donc que des figures et des images subtiles sont émises par les objets et jaillissent de leur surface. Ces images, donnons-leur par à peu près le nom de membrane ou d'écorce, puisque chacune d'elles a la forme et l'aspect de l'objet. Ces éléments superficiels s'écoulent et rayonnent sans relâche de tous les objets. Rencontrent-ils des corps poreux, ils les traversent, tels notamment l'étoffe, mais s'ils se heurtent aux aspérités d'une roche ou à du bois, ils s'y déchirent sans pouvoir produire d'image. Enfin, un objet brillant et compact, comme l'est un miroir, s'oppose-t-il à leur marche. Rien de semblable n'arrive. Ils ne peuvent le traverser, comme l'étoffe, ni s'y déchirer. Le poli de ces corps assure leur salut. Voilà pourquoi de telles surfaces nous renvoient les images. Les simulacres dont je parle se portent sans doute de tous côtés et se distribuent en tous sens, mais comme nous ne pouvons les discerner que par les yeux, c'est seulement du côté où nous tournons nos regards que tous les objets viennent les frapper avec leur forme et leur couleur. Lucrèce. Épicure donne de même une théorie corpusculaire de l'ouïe et de l'odorat et, en bon mécaniste qu'il est, explique tous les phénomènes de cet ordre à l'aide des deux concepts de choc et de mouvement qu'on retrouvera au XVIIe siècle à la base de la physique cartésienne. Du point de vue de l'histoire des sciences, il est intéressant de comparer ces doctrines à celles des stoïciens. Pour ceux-ci, entre l'objet sensible et l'organe des sens qui le perçoit, œil, oreille, organe olfactif, il y a transmission de quelque chose, un souffle, disent-ils, à travers un milieu de propagation, ce quelque chose étant conçu en termes de force, de tension, leur point de vue est plus proche de ce qu'on nommera plus tard une théorie ondulatoire de la lumière. Telle est donc la physique épicurienne, atomiste, mécaniste, matérialiste, débarrassée de tout finalisme providentialiste et sans théologie. Notre monde est un assemblage fortuit et réussi d'atomes qui se détruira peut-être un jour. Nul dieu n'a présidé à sa naissance, ni ne préside à son devenir. De même, l'homme, âme et corps réunis, n'est soumis à aucune providence divine. Et, à sa mort, les atomes qui le composent rejoignent la totalité matérielle dont il faisait partie. Toutefois, Épicure croit en l'existence des dieux, puisque nous les voyons en rêve, puisqu'ils sont présents dans notre imagination, il faut bien que nous en ayons quelques prénotions, et comme nous ne pouvons être les créateurs de cette prénotion, elle doit correspondre à une réalité. Cette argumentation peut être rapprochée de ce qu'on appelle l'argument ontologique. Mais ces dieux éternels et parfaits n'ont rien à voir ni avec le monde ni avec les hommes. Ils vivent en dehors de la réalité corruptible, dans un état permanent de béatitude et de contemplation.